Philogic, c'est une société de biotechnologie, donc on fait de la science et de la biologie en particulier. Et notre métier, c'est de manipuler une technologie dont on a hérité de l'Institut Pasteur et du CNRS pour découvrir de nouveaux traitements, nouveaux médicaments, sous la forme de ce qu'on va appeler des Legos moléculaires. Donc on fait des assemblages de petites protéines pour former des molécules d'intérêt dans des indications aussi diverses que les maladies du cerveau, les cancers, les maladies inflammatoires de l'intestin. Voilà, on n'a pas vraiment de limite. Donc, on est intrinsèquement une société collaborative. Donc, on travaille avec beaucoup de monde. On a en général une quinzaine de projets en parallèle. Et l'objectif pour nous, c'est effectivement d'intégrer notre technologie dans de nouveaux médicaments, finalement. Ce modèle économique, il est un petit peu particulier parce que voilà, on s'est inspiré de l'informatique étrangement, hein, avec un système où finalement la recherche est financée par nos partenaires, mais on est surtout récompensé quand on trouve. Donc on a intérêt à trouver. Alors, si je prends notre cas, c'est vraiment un témoignage sur notre situation à nous. Il y a un peu deux niveaux. Il y a le niveau local, enfin régional, j'ai envie de dire, où effectivement les dispositifs comme les pôles de compétitivité, c'est quelque chose sur lesquels on s'appuie beaucoup. Donc il y a un fonctionnement en réseau, il y a un accès aux ressources au niveau déjà régional, c'est à notre proximité où les gens se connaissent personnellement et ça joue. Le deuxième niveau, qui est le niveau national, il se joue sous forme de fédération, notamment de ces pôles-là. Ce qui est assez étrange, pour être très honnête, je rencontre plus souvent mes collègues des sociétés de biotech françaises dans des congrès à l'étranger qu'en France. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques gros rendez-vous qu'on rate pas, et c'est au travers de ces occasions-là. Ce qui est intéressant dans ces occasions, c'est qu'on rencontre aussi, j'ai envie de dire, les acteurs du financement, du soutien à l'innovation, et finalement, on arrive enfin, c'est un petit monde, quoi, hein, tout le monde se connaît. Sur son fonctionnement, nous, à titre personnel, tout se passe bien. Enfin, je veux dire, on en est là parce que tout le monde a joué collectif autour du sujet qu'on avait à proposer. Hein. Que ce soit, on est à Nantes, que ce soit la collectivité territoriale Nantes Métropole, que ce soit la région, que ce soit BPI France, l'État en région, tout ça coordonné par effectivement la structure un peu fédératrice qu'est le pôle de compétitivité, qui s'appelle Atlampol Biothérapie chez nous. En fait, il y a aussi l'histoire, hein, c'est-à-dire que il y a ce qu'on veut faire de son entreprise. En l'occurrence, une entreprise, c'est une équipe. On est 25. Si on bouge, je perds la moitié des gens. Donc, j'ai pas envie de les perdre. Ils sont bien chez nous. Ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà, on va faire notre petit bonhomme de chemin ici. Je n'ai pas tellement de doute que si on s'était dit on va à Toulouse, on va à Lyon, on va à Paris, ça fonctionnerait pareil, même s'il faut se refaire un petit peu son trou. Mais au niveau national, il n'y a pas vraiment de raison de bouger de l'endroit où on a fait son nid au départ. Alors la question s'est posée. C'est posée parce que quand vous êtes européen, français, que vous allez passer un petit temps à Boston, par exemple, dans le milieu des biotechnologies, c'est un petit peu l'endroit de référence. Forcément, vous rencontrez que les gens qui ont réussi et vous vous dites, waouh, c'est quand même, c'est un ordre de grandeur au-dessus, quoi. Après, faut être conscient. Quand on se rend compte qu'on a rencontré que ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas facile pour eux. On relativise les choses et au final, non, on a très vite fait le choix de ne pas se déplacer, en tout cas pas déplacer le cœur de notre activité. Ça me demandait de passer une semaine tous les 2 mois aux États-Unis. Ça se fait très bien et c'est aussi simple. L'échelle de société dans laquelle on est sur les biotech, il n'y en a pas beaucoup qui ont une vraie activité très fortement industrielle. Et le fait qu'on puisse les aider à les développer serait un atout, très clairement. C'est-à-dire qu'on capture plus de valeur, on structure plus la filière et du coup, on est dans une position de développement des entreprises qui est bien meilleure. Je pense que la question, elle est plus d'arriver à développer ces activités-là plutôt que de se poser la question de les relocaliser parce qu'on est assez… quand on ne peut pas faire soi-même, on sous-traite. Et effectivement, quand on sous-traite, on va chercher… tout le monde est un petit peu à égalité. On va chercher en Europe, on va chercher aux États-Unis, on va chercher ailleurs.
Il y a un certain nombre d'activités que nous, on a choisi de développer nous-mêmes, et c'était une vraie question de se dire, est-ce qu'on sous-traite, est-ce qu'on développe nous-mêmes? Je pense, moi je suis convaincu que le fait de pouvoir faire soi-même n'est pas forcément un choix économique court terme très intéressant. En revanche, c'est un choix stratégique qui, lui, revêt énormément d'importance. Nous, on est beaucoup plus réactifs, on contrôle complètement notre outil et on est meilleur dans les interactions qu'on a avec nos partenaires. Donc la capacité de pouvoir industrialiser presque plus que réindustrialiser, c'est comme ça que je le dirais en ce qui nous concerne, est critique. Bon, sur notre secteur, la production, la bioproduction, c'est un secteur stratégique, c'est une activité stratégique. Il y a des activités qui se fédèrent aujourd'hui autour de cette problématique-là au niveau national. Et je pense que c'est très très bien. Nous, en ce qui nous concerne, clairement, c'est la production. C'est un sujet sur lequel je n'avais pas misé au départ. Parce que je jugeais que c'était pas forcément stratégique. Plein de gens pouvaient le faire. Bon, dans la réalité, je me suis trompé. Peu de gens peuvent le faire. Et donc, les quelques qui le font, ils commencent à être un peu chargés. Et du coup, ça nous a amené à prendre ce choix de soit nous implanter au Portugal et développer une activité de production au Portugal, puisque c'est là qu'on sous-traitait, c'est avec ces gens-là qu'on travaillait. Des gens très bien par ailleurs, hein. Mais augmentation des délais, potentiellement moins de fiabilité compte tenu du contexte. Tout ça mis bout à bout, on s'est dit on va nous-mêmes nous industrialiser. Et effectivement, plus on a de contrôle là-dessus, plus là pour le coup, plus on capture de valeur sur nos produits. Donc on a décidé de le faire nous-mêmes. Je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac et qu'effectivement, il y a des éléments qui peuvent paraître intuitivement porteurs de valeur et stratégiques à relocaliser et qui, en fait, dans la vie quotidienne et dans la stratégie individuelle d'une entreprise, ne le sont pas. Et l'inverse est vrai aussi. On n'est pas... je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, on n'est pas un site Citroën ou un site Renault où finalement on se dit c'est la production qui va faire qu'on crée de l'emploi parce que c'est des chaînes de production et que ça fait marcher des sous-traitants. C'est pas comme ça que ça marche pour nous. On est vraiment sur des activités de pointe rares et pas sur des volumes colossaux. Donc oui, là, je pense que la question, elle doit se poser au niveau peut-être des petites filières, hein, si vous voulez, mais plutôt que chaque entrepreneur indépendamment. Mais je ne crois pas tellement qu'il y ait un schéma directeur global qui puisse s'appliquer à l'ensemble des différentes situations. Nous, ça nous fait grandir d'abord parce que concrètement, on est des scientifiques par essence, hein, dans les biotechnologies, c'est souvent ça. Donc, on aime bien chercher. On aime beaucoup trouver, c'est important. Et puis, il faut transformer. Et ça, cette notion de transformation, surtout pour les jeunes entreprises, c'est quelque chose qu'on repousse assez loin en général parce qu'il y a l'excitation de j'ai trouvé un truc génial et ça intéresse tout le monde. Bon, cette question de la transformation, je pense qu'elle est supportée par la capacité d'industrialisation. En tout cas, nous, c'est notre cas. Et je pense que ça nous fait vraiment maturer sur quels sont nos vrais besoins, nos besoins capitalistiques, nos besoins structurels, pour gérer pour devenir j'ai envie de dire une vraie entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui a une vision sur du long terme, qui contrôle son calendrier, qui contrôle son développement et qui est pas une bulle, quoi, finalement, hein. Je trouve que ça donne de l'assise, ça donne de la viande dans ces entreprises-là. Après, effectivement, il y a le côté, ça fait se poser les questions différemment. Moi, je suis très content. Le fait de développer la production chez nous, ça nous oblige, et c'est une joie, à recruter, à doubler de capacité. On va recruter 25 personnes. Je suis très content de ça. C'est un vrai plaisir et c'est une chance. Olivier Quitaine et sa belle entreprise Aphilogique pour lancer notre table ronde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'action publique en question face aux réindustrialisations. Le plan de relance se donne parmi de nombreux objectifs, celui de localiser ou de relocaliser un certain nombre d'activités jugées stratégiques. Comment fait-on? Le gouvernement se donne-t-il les moyens de ses ambitions? Pour en parler avec nous, un grand témoin, Laurent Berger. Bonjour, vous êtes le secrétaire national de la CFDT. Également avec nous, Guy Asquet, président de la Cour des masques. Bonjour, Laurent Berger.
Guy Asquette aussi est avec nous, président de la Coop des masques, ancien élu vert de Bretagne, ancien secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Bonjour à vous. Bonjour. Helmoub Moud, président de l'université Paris-Dauphine. Bonjour. 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 Mais voilà, c'est résolu. Jean-Paul Paulin, économiste et membre du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Sophie Primas, présidente Les Républicains de la Commission des affaires économiques du Sénat. Bonjour. Bonjour. Et Alain Tranois, et sénatrice des Yvelines, bien sûr. Alain Tranois, membre du Cercle des économistes. Bonjour à vous. Bonjour. Laurent Berger, on commence avec vous. Pourquoi réindustrialiser? Comment réindustrialiser? Que font des entreprises, selon vous? Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Le sujet, c'est évidemment pourquoi réindustrialiser, quel sens à la réindustrialisation et finalement quelle place de la puissance publique. Et je crois que si on partage tous, d'une certaine manière, un projet de réindustrialisation de notre pays, c'est un projet qui doit mobiliser les acteurs économiques et sociaux, mais également l'action publique. Je crois que nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le sens que nous voulons donner à cette réindustrialisation. Pourquoi réindustrialiser la France? Quels sont les objectifs à ne pas perdre de vue pour, en quelque sorte, ne pas se perdre en chemin? Et si on part de la situation actuelle, celle que l'on connaît aujourd'hui à travers cette crise sanitaire, on peut se dire que cette crise a mis en avant une économie finalement très éclatée. Elle a révélé la vulnérabilité d'entreprises dépendantes, de fournisseurs localisés dans le monde entier, eux-mêmes soumis à des contraintes difficilement maîtrisables. Et la mise en risque de ces acteurs économiques s'est avérée d'autant plus problématique qu'elle touchait des secteurs stratégiques, la santé, la pharmacie, l'alimentation, pour ne citer que quelques secteurs. Et donc, le premier point, c'est que nous avons sans doute besoin de reconstruire une vraie stratégie industrielle française, mais surtout européenne, et c'est mon premier point. Ensuite, notre dépendance à l'égard de pays situés à l'autre bout de la planète a également ramené sur le devant de la scène, d'une certaine manière, la question de la soutenabilité de notre modèle économique. Il est peu de dire qu'il y a une forme de péril écologique, il n'est plus à prouver aujourd'hui, et donc la question posée, c'est peut-on continuer à consommer des produits qui ont fait 3 fois le tour de la Terre pour être conçus? Le meilleur exemple étant sans doute cet appareil que j'ai devant moi, c'est-à-dire l'iPhone, c'est-à-dire avec des composants venant d'à peu près partout en Allemagne et finalement pour être assemblés en Chine. Et donc le deuxième élément d'introduction, c'est notre modèle de production n'est plus tenable. Et cette crise que nous traversons et le rebond que nous avons à organiser sont finalement l'occasion de revenir à des circuits de production plus courts, plus respectueux de l'environnement et sans doute plus créateurs d'emplois de qualité. Cette aspiration à une consommation plus locale, ou en tout cas à mieux maîtriser les choses, était déjà perceptible avant la crise que nous traversons, mais je crois que celle-ci exprime aussi une forme d'aspiration citoyenne à reprendre prise sur notre économie. Et donc, je crois que ce dont il est question, c'est, vous savez que la CFDT est engagée dans un collectif qui s'appelle le pouvoir de vivre, c'est de se redonner finalement aussi de la capacité et du pouvoir d'agir. Et il ne s'agit pas, je crois, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, d'opérer un retour en arrière et de renier totalement la mondialisation et une partie de ses bienfaits d'ailleurs qu'on nie trop souvent. Il s'agit plutôt de repenser la façon dont nous nous positionnons dans cette mondialisation en renforçant notamment, je l'ai dit tout à l'heure, la place de l'Union européenne. Et donc, une politique publique, puisque c'est le sujet de cette table ronde, la politique publique de réindustrialisation doit donc répondre à ces enjeux, aussi bien économiques et sociaux qu'environnementaux et finalement démocratiques. Et donc, la question, si on en vient à la question comment réindustrialiser, comment tenir ces objectifs, je crois que il faut se mettre j'ai envie de mettre quelques zooms. Le premier, c'est l'action publique est évidemment centrale et indispensable. Elle doit avoir un rôle de planificateur, de facilitateur, d'investisseur dans cette transition voulue et souhaitée et dans cette forme de réindustrialisation qui se passerait dans le cadre de la transition écologique. Et ce rôle de l'action publique
moteur, il est indispensable à tous les niveaux. Européen, je l'ai dit, national, mais aussi territorial. Je ne vais pas développer davantage sur l'aspect territorial, mais n'oublions jamais cet aspect territorial. Moi, dans mon expérience, je n'ai jamais vu d'acteurs aussi attachés à la place de l'industrie que les acteurs territoriaux, d'une certaine manière. Et je crois que il faut jamais oublier cette dimension-là. On tient cette réunion à Rennes, enfin en tout cas virtuellement, parce qu'on ne l'est pas vraiment, mais on sait dans ces territoires de l'Ouest, notamment d'où je viens, combien l'attachement à l'industrie est d'abord un attachement aussi assez territorial. Je passe maintenant sur le plan de relance. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un plan de relance appuyé au niveau européen, ou plutôt un plan de relance national et un plan de relance européen. Il faut s'en réjouir parce que nous n'avions jamais finalement autant investi dans l'avenir. Mais il y a un risque aujourd'hui, c'est que la crise sanitaire n'est malheureusement pas encore terminée. Il y aura sans doute besoin d'un nouvel élan et de nouveaux ajustements. Mais il faut qu'on se dise très clairement que la gestion de cette crise ne doit pas faire perdre de vue l'investissement dans l'avenir, en termes de recherche, en termes d'innovation, de transformation de notre modèle productif, d'accompagnement de projets innovants qui permettent de faire émerger des stratégies industrielles. Et donc, le rôle, il est évidemment d'investir et de créer les conditions du développement de l'industrie sur nos territoires européens. Et c'est vrai que, je le dis en passant, mais le risque, y compris au niveau européen, on en a parlé d'ailleurs hier dans ce cadre avec la présidente de la Commission européenne, le risque, il est un peu de gérer l'urgence et de pas avoir cette logique d'avenir. Et donc, il faudra sans doute un nouvel ajustement et sans doute un deuxième plan de relance d'une certaine manière pour vraiment être sur l'avenir et pas simplement de la gestion de la crise. Mais une fois qu'on se dit qu'il y a besoin d'un investissement massif des États, de la puissance publique, reste à s'assurer de l'utilisation efficace de ces fonds. Et pour cela, moi je crois qu'il est indispensable qu'il y ait une forme de contrôle social renforcé, notamment dans les entreprises. Je crois qu'il n'est pas obscène, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, de proposer de conditionner la mobilisation de ces aides à un avis du comité social et économique. Les salariés, je disais tout à l'heure qu'il y avait une forte attachement territorial à l'industrie, aux industries, aux sites industriels. Les salariés sont extrêmement attachés à leur emploi et à leur entreprise et ils sont finalement les meilleurs garants du temps long et donc de l'utilisation qui est faite d'un certain nombre de fonds publics qui visent à développer et à maintenir de l'industrie. Et dans le climat de défiance qui malheureusement est le nôtre, cette recherche de consensus au sein des entreprises sur la façon dont sont utilisées ou seraient utilisées les aides publiques est devenue indispensable. Je vous renvoie pour cela à ce qui est resté une forme de traumatisme, et sans doute en partie à tort, de l'utilisation du CICE. On ne peut pas considérer que la puissance publique n'a pas de rôle à jouer dans le développement industriel, mais on ne peut pas considérer que ça peut être juste un payeur sans s'intéresser au fait que ces fonds publics, eh bien, ils servent à la transition écologique en transformant le modèle productif, en accompagnant les entreprises dans cette évolution-là, à une politique sociale qui gère les compétences, qui permet de développer de l'emploi, de faire de la formation, etc. Et donc, pour assurer la réindustrialisation, on sera sans doute tous d'accord là-dessus, l'action publique est un levier puissant, à condition qu'il s'en donne les moyens, et je crois qu'on est dans ce moment-là, en tout cas, dans cette volonté-là qui semble affirmée, et plus qu'affirmée à travers ces plans de relance, mais l'entreprise doit aussi assumer sa part de responsabilité en étant proactive. Et un des points auxquels je suis fortement attaché, nous sommes fortement attachés, c'est de renforcer la place des salariés dans l'entreprise par le dialogue social et en permettant aux salariés de prendre part à des décisions stratégiques dans l'entreprise. Si on n'a pas compris que pour anticiper et organiser les transitions, qui vont pour une part être assez compliquées, en tout cas tendues, les salariés et leurs représentants sont une forme d'atout et de richesse. Il y a d'ailleurs une récente étude du Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui est un service rattaché au Premier ministre, qui mettait d'ailleurs en avant le rôle joué en Allemagne par la codétermination dans la préservation de l'industrie.
Et il suffit pour s'en convaincre d'échanger avec nos collègues la DGB ou DG Metal pour voir combien c'est pas dénué de risques, hein, évidemment, et ça met de la controverse et c'est pas vertueux en tout, mais combien cette codétermination, en tout cas cette implication davantage plus forte des travailleurs et de leurs représentants dans les stratégies et notamment dans les stratégies industrielles est fondamentale et montre combien il y a une forme de collectif qui s'opère d'acteurs sociaux, syndicaux et d'acteurs économiques pour préserver l'industrie. Et en France, la loi Pacte a renforcé la place des administrateurs salariés dans les conseils d'administration, mais on peut aller encore plus loin, je crois. Et je pense que c'est une transition culturelle à assurer. Et une fois qu'on l'aura assurée, si jamais on en a la volonté, je crois qu'on aura plus de capacité à transformer notre modèle productif et à accompagner la réindustrialisation de notre pays. L'autre élément qui me paraît fondamental, c'est la question des compétences et de l'attractivité des métiers. Il n'y a pas de réindustrialisation sans salariés compétents et désireux de s'investir dans un projet. Il y a, je crois, tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics. Hein. Le dernier étant le dispositif Transco, transition collective sur les territoires. Maintenant, il faut qu'on s'en saisisse, comme les entreprises d'ailleurs se sont saisies du maintien de l'emploi dans les secteurs industriels les plus en difficulté à travers la PLD. Puis l'autre élément, c'est le cadre social favorable aux salariés, la juste répartition de la valeur créée, la qualité de vie au travail, la possibilité de donner un avis sur son travail et son organisation. Moi, je crois que l'image dont souffre parfois à tort, totalement à tort, l'industrie, eh bien, on a des réponses du côté du cadre social et sur la qualité de l'emploi à trouver. D'ailleurs, dans ce cadre, la convention collective qui est en cours de négociation dans la métallurgie est pour moi un vrai signe. Si on arrive à avancer là-dessus, d'une évolution positive d'une convention collective dans un gros secteur, gros secteur industriel. Donc voilà, je crois que le rôle de la puissance publique, c'est évidemment des orientations stratégiques, permettre des investissements massifs dans la recherche, dans les nouvelles technologies, dans les compétences, mais également beaucoup de concertation à tous les niveaux. Parce que si on n'en fait pas un objectif partagé, je pense qu'on passera à côté du sujet. Merci beaucoup, Laurent Berger. Je me tourne vers Alain Tournois, membre du Cercle des économistes. Le site France est-il attractif pour les entreprises? Doit-il l'être davantage? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, en réponse au sujet qui nous est proposé, que peuvent les pouvoirs publics? Je vais commencer par des éléments de diagnostic concernant l'attractivité du site France, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est en compétition internationale pour cette réindustrialisation. Donc, l'idée, c'est de savoir si est-ce que le site France a des atouts, est-ce qu'il a des défauts. C'est important de poser des éléments de diagnostic à ce sujet. Ensuite, j'aurai l'occasion de revenir sur un élément important des déficits d'attractivité de la France qui concerne les impôts, et plus particulièrement les impôts de production. Et puis, je terminerai par un petit couplet sur déficit de compétences en France, dont vient de faire allusion Laurent Berger, auquel vient de faire allusion Laurent Berger. Alors, sur le premier point, je m'appuie sur une étude qui va paraître sur le site de France Stratégie, qui a été menée sur l'attractivité du site France concernant l'industrie automobile. L'industrie automobile, c'est important pour la France, c'est important aussi pour Rennes avec l'usine de la Jeannet. Je n'oublie pas que j'ai été étudiant à la faculté d'économie de Rennes et jeune professeur. Alors, cette étude a été réalisée sous la direction de Vincent Sillou et avec comme principal auteur Émeric Lacheux. Et je voudrais en tirer la substance scientifique moelle. Donc, l'idée de base, c'est de se dire quels sont les éléments de cette compétitivité. Et évidemment, un élément absolument essentiel, c'est le coût de production.
Et à cet égard, il y a un graphique, je dirais, spectaculaire dans cette étude qui compare les 10 pays les plus productifs, dont le coût de production est le plus faible. Donc la France est au 9e rang. Donc il y a les États-Unis, différents pays d'Asie, et puis un certain nombre de pays européens. Et c'est avec eux que je vais plus précisément serrer cette comparaison. L'Allemagne. Alors le premier élément, l'Allemagne, le premier élément de comparaison avec notre grand partenaire, c'est que ce sont les économies d'échelle qui interviennent d'une manière massive pour expliquer un avantage de coût de l'Allemagne par rapport à la France. Alors, les économies d'échelle, c'est relié à la taille du marché. Alors, évidemment, l'Allemagne est un pays plus important que la France en termes de population, mais peut-être d'une manière plus fondamentale, elle est devenue plus centrale sur le continent européen avec l'élargissement à l'est. Et ce phénomène ne va faire que s'accentuer avec la montée en niveau de vie des pays d'Europe centrale et orientale. Et puis, un élément plus défavorable, et également pour la France s'y ajoute avec le Brexit, puisque si la Grande-Bretagne s'éloigne du continent européen, s'atlantise, eh bien, ça périphérise d'une certaine manière, si on m'autorise ces néologismes, la France. Ce qui veut dire que par rapport aux années 60, la France est dans une situation moins centrale que n'elle a été, et c'est un élément défavorable au niveau des coûts de production, en particulier dans une industrie comme l'industrie automobile avec des coûts fixes très importants. Le deuxième facteur qui explique donc un niveau de productivité plus faible, un coût plus élevé, eh bien, ce sont les impôts, avec les impôts de production et auxquels je vais faire allusion dans un instant, et puis l'impôt sur les sociétés. Et ces deux éléments, les impôts, on le retrouve également en comparaison avec l'Espagne et la Grande-Bretagne, avec un peu de coût du travail. Mais ce qui est important, c'est que par rapport à ces trois pays européens, l'élément, je dirais, commun, ce sont les impôts de production et le niveau d'IS qui expliquent un écart significatif de coût de production. Alors, les impôts de production, qu'est-ce que c'est? J'ai consacré une note avec Philippe Martin sur ce sujet, une note du Centre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. On devrait les appeler les impôts de déproduction. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des impôts qui s'imputent sur le compte d'exploitation, qui s'imputent avant même que le niveau de bénéfice ait été atteint, un niveau positif de bénéfice, de profit ait été atteint. Donc, alors même que l'entreprise ne sait pas si elle va être profitable ou pas, elle doit payer un certain montant d'impôts de production qui, sur l'ensemble du secteur productif français, s'élève à 3,6% de la valeur ajoutée. En comparaison avec l'Allemagne, c'est simplement 0,6%. 3% de la valeur ajoutée. C'est absolument considérable. Si vous regardez après l'implication en termes de taux de marge, en termes de possibilités d'investissement, en termes de possibilités d'innovation. La France est, à cet égard, le pays qui impose le plus au titre des impôts de production. Seule la Grèce fait pire que nous. Donc ça élève le point mort des entreprises françaises et ça touche particulièrement l'industrie. L'industrie, ça représente à peu près 15% de la valeur ajoutée du secteur manufacturier. Eh bien, elle paye 23%, cette industrie paye 23% des impôts de production. Donc, les impôts de production, c'est un boulet pour l'industrie française, pour son secteur manufacturier, Et donc, il est fondamental de s'inscrire dans une perspective de baisse. Et à cet égard, je salue les efforts du gouvernement qui, en 2021 et en 2022, vont baisser, non pas d'une manière cumulative, mais enfin,
d'une manière constante les impôts de production à hauteur de 10 milliards. L'industrie va en bénéficier à hauteur de 3 milliards. Donc c'est une direction très favorable pour la réindustrialisation de la France. Et je voudrais terminer par un troisième point, si vous me permettez, c'est le déficit de compétences. Déficit de compétences qui n'est pas suffisamment souligné. Quand on sait qu'une partie de l'industrie automobile en France est partie, par exemple en Slovaquie, en Pologne, etc., en Slovénie, mais ce qu'on n'indique pas, on parle toujours, disons, du coût du travail, qui est beaucoup plus faible là-bas, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est la qualité de la formation dans ces pays d'Europe centrale. Il y a une étude de l'OCDE qui a été menée et qui montre que la qualité en littératie et en numératie de la population active française est basse. Seuls l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce sont derrière nous. Non seulement l'Europe du Nord est devant, on s'y attendait, non seulement le Benelux, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais les pays d'Europe centrale sont bien devant nous. Pour la Slovaquie, par exemple, vous avez un écart de 20 points sur la numératie et c'est la même chose pour la littératie. Donc, évidemment, il me semble que ces résultats indiquent un deuxième axe tout trouvé pour l'action publique, améliorer en formation initiale et en formation continue le niveau de la population adulte et des adolescents français. Merci à vous. Et Sophie Primas, j'imagine évidemment que pour l'élu que vous êtes, présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat et sénatrice des Yvelines, pour vous, ces constats ont un écho forcément particulier. Réindustrialisation rime avec relocalisation et donc avec compétitivité. Alors, certainement. Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureuse qu'on parle d'industrie. Enfin, dans ce pays, on parle d'industrie et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et finalement, la crise que nous sommes en train de traverser, elle met dans l'esprit de nos concitoyens ce phénomène de relocalisation, parce qu'on a tellement manqué de produits basiques, évidemment à commencer par les masques, mais aussi par les puces électroniques, par un certain nombre d'éléments basiques, que tout d'un coup, les Français se sont aperçus qu'on était désindustrialisés et qu'on avait délocalisé beaucoup trop d'entreprises. Alors évidemment, la relocalisation, ce n'est qu'une petite partie de l'industrie, de la réindustrialisation de la France, parce que les entreprises françaises qui sont parties à l'étranger, elles sont parties toujours pour des bonnes raisons. La première raison, et ça vient d'être mentionné, des écarts de compétitivité insupportable en fait pour une entreprise et sa pérennité qui ont poussé certaines entreprises à partir. Et la deuxième raison, c'est tout simplement les entreprises françaises voulaient adresser les marchés à l'étranger et quand on partait s'implanter en Chine, c'était pas forcément pour réimporter les produits, mais c'était pour adresser le marché considérable chinois. Donc les Français aujourd'hui s'aperçoivent que l'industrie, cette belle industrie, elle est source d'externalités positives parce qu'elle véhicule l'innovation, et on a vu le reportage des biotech, c'est tout à fait considérable. Et au moment où on manque de vaccins, évidemment, tout le monde se dit tiens, investir dans les biotech, quelle bonne idée d'avoir d'innovation sur notre territoire. Elle apporte évidemment des écosystèmes avec des sous-traitants, avec toute une énergie autour de l'industrie principale. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a besoin d'emplois qui sont des emplois qualifiés et donc avec des niveaux de rémunération qui sont des niveaux de rémunération qui nous sortent enfin de ce niveau de rémunération trop faible que nous connaissons très bien. Donc on est dans un cycle de revalorisation de l'industrie et qui ne passe naturellement pas que par la relocalisation. Alors, bien sûr, pour réindustrialiser notre pays, il faut travailler sur la compétitivité. C'est pas un gros mot, la compétitivité de notre pays, c'est même essentiel. Et pour cela, j'allais dire, on doit travailler, et ça a été formidablement dit par M. Tranois il y a quelques instants, sur des facteurs qu'on connaît bien, notamment le coût du travail ou le poids de la fiscalité de production. C'est des éléments qu'on connaît. D'ailleurs, les écarts avec l'Allemagne en termes de coût du travail sont en train de se réduire. Et puis, la fiscalité de production, bien évidemment, il y a des efforts qui sont faits
très concrètement par le gouvernement depuis cette année et qui vont continuer l'année dernière, qui vont dans le bon sens, même si je concède qu'il y a encore des progrès à faire. Mais moi, je voudrais intervenir sur les 4 leviers qui me semblent essentiels également pour la réindustrialisation de notre pays. Premièrement, c'est être conscient qu'on a un outil industriel existant aujourd'hui qui est tout à fait vieillissant. On n'a pas réussi à faire les investissements nécessaires, nos usines, nos machines-outils, tout ça, toute notre industrie, elle a environ 20 ans d'âge moyen. Et 20 ans d'âge moyen dans une industrie où la technologie et l'innovation vont à toute allure, c'est plus d'un siècle. Donc il faut vraiment qu'on investisse très très lourdement, et nous appelons de nos voeux toutes les incitations fiscales à la robotisation, à la digitalisation, des investissements qui d'ailleurs donneront une autre image de l'industrie que l'image un peu vieillissante qu'on en a. Donc vraiment un levier qui est le levier de la modernisation de l'outil existant. Le deuxième levier, je crois qu'il a été rapidement évoqué par Laurent Berger, mais c'est fondamental, parce que quand on voit ça sur les territoires, c'est fondamental, c'est la simplification. Alors c'est un peu un mot tarte à la crème, on a commencé à le travailler dans la loi Pacte, je pense qu'on en est encore très très loin, il faut qu'on continue à avancer. Simplement, il faut qu'on soit dans les territoires prêts à accueillir des entreprises. Quand une entreprise choisit un pays pour s'implanter, elle n'a pas 4 ans pour s'implanter, elle fait son travail rapidement. Donc ça passe par 2 choses que j'appellerais de la chirurgie réglementaire. Il faut qu'on fasse du ménage dans nos règlements. Et deuxièmement, moi je crois beaucoup à la task force territoriale. On l'a expérimenté ici dans mon beau territoire des Yvelines. Il y a un site qui s'appelle Les Mureaux, qui était choisi pour l'assemblage d'Ariane 6. Normalement, il aurait fallu 4 ans pour faire cette usine d'assemblage Ariane 6 entre tous les règlements environnementaux. On a fait une task force territoriale autour des services déconcentrés de l'État et de l'entreprise, avec vraiment une équipe qui travaillait en mode projet, y compris avec l'État, et on a réussi, enfin ils ont réussi en 9 mois à créer cette usine, ce qui est tout à fait inédit, mais tout à fait exemplaire de ce qu'il nous faut mettre en place. Troisième levier, je crois qu'il faut donner, et ça a été parfaitement illustré par par l'entreprise qu'on a vu tout à l'heure, Monsieur Kitten, qu'on a vu tout à l'heure dans le film, il faut donner aux petites entreprises, aux entreprises naissantes, les moyens de se développer. On a des chercheurs, on a 85% dans l'industrie de PME, et on n'arrive pas, comme en Allemagne, à en faire devenir des ETI. Donc là, on a besoin de fonds propres et on a besoin de nouveaux véhicules, en particulier qui sont basés sur l'épargne des Français, vous savez, qui est considérable. Je pense qu'on a besoin de nouveaux véhicules pour flécher des investissements vers les PME et vers la transformation de nos recherches en industrie et des petites PME vers des ETI. Donc on a besoin vraiment, parce qu'on a vraiment un défaut, on n'a pas assez de fonds propres dans les entreprises françaises, et on a besoin de ces fonds propres pour assurer le développement et le renouvellement d'ailleurs des matériels. Et puis, dernier élément que je voudrais citer, j'aurais pu aussi travailler sur la formation. Je partage tout à fait les propos de M. Tranois sur la formation qui est essentielle. On a besoin de compétitivité relative. Or, je pense que le rôle de l'Europe est tout à fait important. Je pense qu'on doit renforcer nos politiques commerciales et nos politiques de la concurrence. On doit obligatoirement demander la réciprocité dans les marchés publics. On doit mettre en place des préférences communautaires. Ça ne vous a pas échappé. Une des premières déclaration de Joe Biden, c'était de dire préférence américaine sur le sol américain, etc. Donc je pense qu'on doit faire la même chose. Et puis on doit lutter pied à pied contre la concurrence des pratiques déloyales, enfin les luttes de pratiques déloyales. Et je pense évidemment que la taxe carbone est absolument essentielle sur notre territoire européen, mais je pense aussi qu'il faut raisonner au niveau social. On ne peut plus accepter de faire venir sur notre pays des produits, des industries qui sont produites avec des niveaux sociaux qu'on n'accepte pas à l'intérieur de l'Europe. Je pense qu'il y a là, en tout cas, des atouts et des politiques publiques à développer. Merci Madame la sénatrice. Je me tourne vers El Moud, président de l'Université Paris-Dauphine. Quel regard l'universitaire que vous êtes porte-t-il sur ces débats ?
Écoutez, merci d'abord de m'avoir convié à ces débats. D'abord, j'interviens en tant qu'économiste qui a travaillé depuis longtemps sur les questions de relocalisation et de délocalisation. Et donc, je voudrais aborder le sujet de deux manières. D'une part, en vous indiquant que pour moi, la relocalisation n'est pas la garantie nécessaire de la réindustrialisation, que c'est plus compliqué que ça. Et le deuxième point, c'est que finalement, l'une des meilleures garanties de relocaliser et de réindustrialiser passe par la transition énergétique et par une politique à long terme très importante. Donc, il me semble que dans ce débat, il faut vraiment différencier les stratégies de court terme des stratégies de long terme. Et je crois que dans ce qui nous interroge aujourd'hui sur les questions de plan de relance, ça se pose vraiment pleinement. Les relocalisations, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait il y en a de deux types en fait. Il y en a une qui consiste à faire rapatrier la production dans le pays d'origine une fois qu'on l'a délocalisé pour des motifs de réduction pour de coûts salariaux unitaires. Et donc, quand les coûts salariaux unitaires augmentent en Chine, on est amené à rapatrier la production en France. Ce sont des relocalisations de retour qui sont qu'on pourrait qualifier de ricardiennes, car elles consistent simplement à inverser les écarts de coûts salariaux. Alors là, il y a une très forte hétérogénéité des entreprises. Lorsque les entreprises ont des matières solides, l'automatisation et la robotisation des processus productifs permettent de le faire de manière naturelle. Donc, en quelque sorte, il y a des secteurs entiers qui sont des candidats naturels à la relocalisation dès lors que la robotisation, dans une période où les taux d'intérêt réels sont négatifs, ou en tout cas très faibles, bien c'est un élément que choisissent les entreprises. Donc, dans les secteurs beaucoup plus souples comme le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. La part du coût de main-d'œuvre dans le coût d'assemblage demeure important et donc les entreprises sont amenées à continuer à délocaliser, à s'approvisionner à l'extérieur. Donc, j'insiste sur l'hétérogénéité sectorielle parce que ça pose aussi des problématiques de stratégie industrielle sur les robots en particulier, les équipements. On voit que la France est en effet assez en retard sur ces questions-là. Et donc, en fait, il y a des marges de réindustrialisation et de relocalisation dans les industries si on pousse un peu plus encore l'automatisation. Alors, ça ne se traduit pas nécessairement par de la réindustrialisation directe dès lors que la relocalisation ne produit pas forcément des emplois, puisque quand on relocalise, quand on délocalise 10 emplois, on relocalise en général un emploi. Voilà. Donc, en fait, ça c'est le premier élément à dire, c'est que le facteur essentiel de ces relocalisations ou de ces recompositions des chaînes de valeur sur les territoires d'origine tiennent à la hausse des coûts salariaux unitaires dans les pays émergents, par exemple, à la hausse des coûts de transport, des coûts de transaction, ça a été dit, et on peut ajouter aux coûts de transaction les coûts de droits de douane et les coûts d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, si on les incluait dans les coûts totaux de transport, ce qui est un débat très important. Le deuxième type de relocalisation, ce sont des relocalisations beaucoup plus intéressantes, me semble-t-il. Ce sont des relocalisations de développement compétitif, c'est-à-dire des relocalisations qu'on qualifierait plutôt de schumpeteriennes, qui d'ailleurs ne se traduisent pas nécessairement par le retour d'activités antérieurement délocalisées, mais par le fait qu'on substitue à l'outsourcing de l'innovation, de la production intérieure, qu'elle soit européenne ou française, à travers l'innovation. Je prends un exemple. Si vous relocalisez le paracétamol avec les vieilles technologies qui datent de 1078, on a affaire à des industries extrêmement polluantes, et l'un des déterminants de la délocalisation en Chine et en Inde qu'on a vu lors de la crise sanitaire, ça a été c'est pas seulement les différences de coûts de production, des coûts salariaux, c'était aussi des différences de coûts environnementaux. Et donc, si vous relocalisez avec les mêmes technologies, ça va pas durer très longtemps. Et par contre, si vous changez les technologies pour fabriquer des médicaments avec les problématiques de biosphère, de biotech, etc., ben là, vous avez une possibilité sur les territoires de relancer une industrie. Donc, la non-délocalisation ou la réduction de l'incitation à délocaliser passe très fortement par l'innovation et par, ça a été dit aussi tout à l'heure, par les compétences, par les qualifications et la formation. Donc, dès lors, ces relocalisations de développement compétitif, nous, on les a évaluées, elles sont plus pérennes sur les territoires, elles sont davantage source de croissance granulaire, tandis que les relocalisations de retour, très sensibles au coût, justement, et
à l'attractivité, par un certain nombre de cadeaux fiscaux qu'on peut leur octroyer, elles ne sont pas pérennes et elles peuvent repartir aussitôt. J'ai observé ça sur les 20 dernières années. Beaucoup d'entreprises prennent les aides et repartent au moment où les aides se terminent. Parce qu'on est là dans une stratégie effectivement de court terme, et quand on regarde les enquêtes sur les achats, on voit que la question de la réduction des coûts d'approvisionnement est encore plus importante en 2021 qu'elle ne l'était en 2020. Dans ces enquêtes, on a à peu près 60% d'entreprises qui en 2020 disaient que les coûts d'approvisionnement c'était important, et là aujourd'hui on est à 80-85%. Donc en période de crise, la question des coûts est une question effectivement extrêmement importante. Alors, comme le disait Alain Tranois tout à l'heure, ça peut passer par des économies d'échelle, c'est ce que fait l'Allemagne. Ça peut passer par des réductions de coûts salariaux. Évidemment, c'est pas la question qui se pose dans le cas français. Donc, il faut vraiment faire attention à ces types de relocalisation. Et quand on regarde le plan de relance, moi, je pense qu'il y a une difficulté majeure sur ce premier point, c'est que un certain nombre d'aides vont à l'investissement, et c'est une très bonne chose, hein, vont à la relance dans les territoires de projets d'investissement, d'innovation. Mais je suis très, disons, prudent à l'égard des aides directes aux entreprises pour relocaliser, parce qu'on le sait, ça a été évalué aussi, ça crée des effets d'aubaine, mais aussi des effets de distorsion de concurrence par rapport aux entreprises qui délocalisent pas, et puis des effets de free riding, hein, de chasseurs de primes, et donc c'est des stratégies de court terme qui ne sont pas nécessairement pérennes. Surtout qu'on est dans une période, encore une fois, de taux d'intérêt réel très bas, et donc c'est les entreprises qui ont du mal à relocaliser ont plutôt des problèmes d'arrivée des prêts bancaires pour s'outiller, de mutualisation pour les PME des équipements, et puis des problématiques effectivement d'accès aux matières premières, etc. Donc je pense que les aides directes aux entreprises posent toute une série de problèmes, et je suis un peu surpris qu'elles soient réitérées dans ce plan de relance. Je pense qu'il faut concentrer réellement les aides sur l'investissement, sur l'innovation, cibler davantage le crédit d'impôt recherche. Alors le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point de la transition énergétique. Parce qu'au fond, le meilleur moyen d'assurer une réindustrialisation par la relocalisation à long terme, c'est de se dire que finalement, quand vous regardez la transition énergétique, elle agit de deux manières. D'abord par un effet de composition, et puis par un effet de flux. L'effet de composition, c'est le fait que grâce à la transition énergétique, vous pouvez réduire la longueur de la chaîne de valeur. Je vous cite juste un exemple. Une entreprise suédoise qui est dans la sidérurgie a investi massivement, mais extrêmement fortement, dans les aciers sans carbone, dans la décarbonation. Parce qu'en fait, l'hypermondialisation, c'est aussi l'hypercarbonation de l'économie. Et donc, de ce fait, puisqu'en fait, elle faisait du fer avec du charbon, hein, brûlé, hein, de la coque, et avec les nouvelles technologies qu'elle met en œuvre, elle supprime une étape de production. Et elle relocalise, elle réindustrialise en Suède, et c'est tout à fait important pour la réduction des effets d'émissions des gaz à effet de serre. Et puis le deuxième élément, canal de transmission de la transition énergétique, c'est la composition, c'est l'effet de flux. Quand vous dilatez la chaîne de valeur très loin, vous avez des coûts de transaction, et ces coûts de transaction, effectivement, quand ils sont très élevés, éliminent les écarts de coûts unitaires de production pour chacun des segments. Et là, je pense que ce qui a été dit précédemment sur la taxe carbone est tout à fait important. Il me semble qu'au niveau européen, en effet, et c'est urgent d'agir sur la désincitation à la dilatation des chaînes de valeur à l'échelle mondiale grâce à la mise en place d'une taxe carbone aux frontières européennes. Ça me semble tout à fait important. Et puis, enfin, dernier point, et je conclue vraiment là-dessus, c'est un dernier mot. Je pense que là aussi, quand on regarde les politiques publiques, il y a quelque chose qui est un peu chagrinant, c'est que on s'est un peu précipité vers les aides publiques directes aux entreprises, qui ont des effets pervers dont j'ai parlé, dont j'ai pas le temps d'approfondir là, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, sans avoir changé les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est par exemple la question de la traçabilité des chaînes de valeur que n'autorise pas le code douanier européen. Les États membres ne sont pas aujourd'hui autorisés à créer des labels étatiques, hein, réels, incitatifs de Made in France, par exemple, ou Made in Germany. Ça se fait uniquement sur des bases de déclaration auprès d'associations. Et je pense que là, il y a un vrai sujet. Il faut vraiment inverser l'ordre des priorités, changer les règles du jeu avant d'avoir des aides aux entreprises qui peuvent être tout à fait perverses, à distinguer complètement des aides à l'investissement sur les territoires qui vont dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup. Vous parliez à l'instant d'hypercarbonation. Guy Asquette, président de la COP des masques pour l'entrepreneur solidaire que vous êtes, ancien élu écologiste. Quel bénéfice attendre des relocalisations pour vous? Alors,
D'abord, il faut se poser la problématique. Il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a des enjeux de stratégie et de maîtrise stratégique collective des grands enjeux d'avenir. Ça suppose effectivement ce qui vient d'être dit sur des investissements, des trajectoires de moyen long terme. Et puis, il y a la réintégration de toutes les valeurs ajoutées à notre portée dans nos territoires. Et je crois que quand on parle de qualification, de niveau de rémunération, si on veut être capable de conserver ou de permettre à des gens de haut niveau de qualif de développer chez nous ces emplois stratégiques, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire. Et je pense que ce qui m'a étonné dans la période que nous venons de traverser, j'ai eu, pas pour monter le dossier en toute arlure, des centaines de contacts dans tous les milieux professionnels, donc c'était assez passionnant. Et de quoi parler les gens à travers la prise de conscience de la crise que nous traversons, de nos fragilités. Et moi, ce qui m'a toujours étonné depuis déjà quelques décennies, c'est que nous ayons les champions de l'export. Il n'y a pas un président des 4 ou 5 derniers qui, à chaque fois qu'il se déplace, n'est pas en train d'essayer de vendre 3-4 objets qu'on connaît bien, à l'échelle du monde entier. Jamais, mais presque jamais, on aborde la question de la capacité endogène de nos territoires, de nos ressources, du fait de se passer de certaines importations par une efficacité de nos systèmes, et que c'est dans ces deux balances que se trouveront l'équilibre, parce que si on est dans l'hyper pointu seulement, du côté du corps social, on va vers des dislocations qui sont irréparables. Je pense aux territoires qu'on dit périphériques, mais on pourrait parler de public périphérique aussi pour les gens qui sont de bas niveau de qualif. Or, ce qui m'étonne dans les enjeux de la transition, et je reviendrai sur les enjeux de trajectoire de moyen et long terme, c'est que finalement, pourquoi continue-t-on d'apporter des ressources constructives quand on serait capable, et nous sommes déjà capables d'industrialiser l'ensemble des filières décarbonées de la construction? J'y travaille comme consultant par ailleurs quand je ne suis pas en train de m'occuper de masques ou de textiles filtrants ou d'autres sujets très actuels. Et ça veut dire qu'on arrive à un moment où on sait qu'on a les ressources, on a la chaîne de valeur, on a les compétences, et il faut organiser le fait de fabriquer des synergies. Donc je pense que de ce point de vue-là, qu'on prenne la construction, la production d'énergie renouvelable, les dispositifs d'efficacité et de baisse de la demande énergétique, y compris sous un angle social, sur la valeur ajoutée alimentaire et sur des transformations un peu plus nombreuses. Et je cite ces thèmes parce que les gens parlaient de cela. C'est-à-dire qu'ils évoquaient, aujourd'hui, on a eu la crise financière, là on a la Covid, qu'est-ce qu'on va avoir qui nous tombe dessus demain et pour lesquels nos territoires et nos formes collectives d'organisation et de préparation sont ou absentes, carentes ou insuffisantes. Donc je pense qu'il faut nourrir les deux. Biotech, c'est super, l'analyse quantique, j'en passe, c'est des meilleurs. Les recherches sur le bouquet multi-énergie, énergie renouvelable de l'avenir, etc. Bien sûr qu'il faut de la recherche, bien sûr qu'il faut des hautes technologies. Mais je veux dire, il faut sortir d'un discours unique de ce point de vue-là, parce qu'on oublie dans le scope à la fois beaucoup de populations, beaucoup de territoires, et on néglige finalement énormément de valeur ajoutée. J'avais fait un travail d'analyse sur la filière constructive il y a 6 ans, sur les filières et l'industrialisation des biosourcés dont je parlais. Le calcul macro, c'était qu'on arrivait à économiser à terme 20 milliards de non-importation. Alors vous allez me dire, ce n'est que 20 milliards. Oui, c'est l'équivalent d'un pôle Airbus, ou si on prend du patrimonial du Bourgogne ou du Bordeaux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est loin d'être insignifiant si dans chaque grand secteur, les valeurs ajoutées induites par ces rapatriements ou ces valorisations sont développées systématiquement et encouragées. Or aujourd'hui, on est un peu schizophrène, parce qu'on fait une chose et son contraire, donc on en fait un peu, et finalement on n'a pas vraiment de stratégie solide ou définie. Je vais prendre un exemple, on parlait et c'est Madame la sénatrice qui le disait à juste titre, bon, il y a la taxe carbone bien évidemment, il y a le dumping social, mais quand je vois par exemple que 20 ans après les réformes du Code, moi j'ai eu la chance de participer à ça, puis il y en a eu 2 autres après à l'époque de M. Raffarin, puis encore ensuite, qui ont accentué ce qu'on appelait les clauses du mieux-disant. Actuellement, je suis en train de discuter avec des donneurs d'ordre de toutes sortes, privés, publics, dans tous les milieux, et je m'aperçois qu'au bout de 20 ans, ces clauses de qualité, susceptibles de défendre, justement, des critères socio-environnementaux, de permettre à des PME ou des entreprises de taille intermédiaire de pouvoir se battre dans une compétition qui est parfois déloyale, sont méconnues des 3/4 des services chargés des achats. Donc ça veut dire qu'on est encore en train de voir que des gens comparent nos conditions dans l'Union européenne avec les conditions sociales, environnementales d'un importateur qu'on met en compétition de manière égale.
je trouve qu'il y a une extrême naïveté, pour ne pas dire plus, dans des attitudes qui resteraient, j'allais dire, et encore une fois, il n'y a pas de critique, je reprends ce qu'a dit Laurent Berger sur la mondialisation à mon compte, pas de problème. Par contre, tous les effets négatifs, ou les abus, ou les déloyautés, ou les concurrences qui ne sont pas acceptables, il faut les réguler. Et je pense que de ce point de vue-là, nous sommes un peu bénés ou naïfs dans le concert international par rapport à ce que nous laissons faire ou ce que nous autorisons. Si on veut des relocalisations, il faut aussi, à un moment donné, savoir mettre des règles et les imposer dans les relations partenariales. Alors, ces valeurs ajoutées, je vais prendre l'exemple sur la transition, sur la baisse du coût de la vie, parce qu'on parle en clair. On vient de dépenser collectivement, allez, 150, 200 milliards là, depuis quelques mois, qu'il va bien falloir un jour régler. Bon, et on s'aperçoit que si on ne redistribue pas l'argent, alors il faut diminuer le coût de la vie. Ça veut dire, est-ce qu'on a une ingénierie des services qui mélange l'action financière, l'accompagnement au point de vue des familles, sur le logement et la qualification de l'habitat, ou des bâtiments en général d'ailleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une ingénierie de services et de dispositifs territorialisés qui permettent vraiment, dans le spectre social, à des franges larges de la population de passer à l'acte. Aujourd'hui, on a des mesures pour le social au sens les gens qui sont modestes, voire très modestes. On a des mesures d'incitation qui sont très favorables aux classes sup, et c'est vrai depuis 30 ans. Et puis on a tout un ventre mou de gens à qui on dit vous êtes coupables si vous ne le faites pas, sans leur donner des outils sur les durées de remboursement, sur le fait qu'est-ce qu'on sépare l'endettement du ménage de l'endettement de la pierre. C'est un débat juridique qui peut être posé. On fait des gages sur les automobiles. Alors pourquoi on ne pourrait pas le faire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un travail de recréation d'activités, de services, d'emploi qui, s'ils ne sont pas conduits, ne permettront pas de dégager les moyens d'avoir les filières stratégiques. Et je ferai ma sortie quand même sur le fait que j'arrive pas à comprendre, Européen convaincu que je suis, pourquoi ce qu'on a su faire pour mettre des fusées en orbite, ce qu'on a su faire pour produire une industrie avionnée qui à l'époque était très très loin d'être capable de concurrencer des géants américains bien connus, pourquoi on ne l'a pas encore fait sur le mix et l'interréseau énergétique? Pourquoi on ne le fait pas sur le véhicule propre, combinaison du numérique, du petit véhicule partagé, donc partage de l'usage plutôt que possession? Alors ça heurte bien sûr des grands secteurs industriels à terme. Mais j'ai vu des gens à une époque qui m'expliquaient que le numérique n'était pas une crainte pour l'argentique. On connaît la suite. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une mutation, quand elle est décrite, il ne faut pas la réfuter, il faut la préparer, l'accompagner, quitte à prendre le virage lentement. Mais la négation de ces changements, c'est la certitude que demain ça se fera, mais sans nous ou sans notre industrie. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais poser. Justement, Guy Asquith, replaçons-nous d'ailleurs dans une perspective un peu historique avec vous, Jean-Paul Paulin, membre du Cercle des économistes. Ce débat sur les relocalisations et la réindustrialisation, il vit au gré des décisions et des indécisions de l'État en matière de politique industrielle depuis les années 60-70. On peut présenter les choses comme ça. Oui, tout à fait. Je voudrais rappeler en effet que les politiques industrielles des années des 30 dernières, enfin des 30 glorieuses, quoi, elles avaient pour principe de fond, d'arriver à trouver des cohérences entre les filières de production et aussi au sein de ces filières entre les différents segments de ces processus de production. Ce qu'on appelait dans les années 60, 70, un peu plus tard, 70-80, les politiques de filière, c'était exactement ça. Il s'agissait effectivement d'améliorer l'articulation entre les différents segments des processus de production, ceci pour deux raisons. D'abord parce que il devait en résulter une amélioration de l'efficience de l'économie et aussi parce que on voulait sécuriser et garder une certaine indépendance par rapport à l'étranger. Donc on voulait sécuriser ces filières de production et on voit à quel point aujourd'hui l'argument était intéressant. Alors cette démarche, elle n'a eu qu'un temps, elle a été jugée vite dirigiste, elle était jugée trop techniciste aussi, c'est-à-dire qu'en gros on jouait sur des matrices input-output.
Et donc, on a fait valoir qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait aussi dans les stratégies d'entreprise d'autres composantes qu'on ne pouvait pas laisser de côté. C'est ça qui a donné naissance au fameux pôle d'activité, dont l'idée là était de coordonner des entreprises, de coordonner aussi les actions de l'État et des entreprises à l'intérieur de clusters, des clusters qui étaient sur des territoires donnés, autour de spécialisations précises. Et bon, il y avait le schéma directeur, en l'occurrence, était beaucoup plus souple, beaucoup moins directif, effectivement, que ceux qui émanaient des politiques de filière. Les résultats, je ne vais pas en parler, d'abord parce qu'ils sont variés, ils sont discutables, d'autant plus discutables que on a cru bon de créer 71 pôles de compétitivité, ce qui était évidemment manifestement trop, et peut-être effectivement que, en définitive, l'organisation de tout cela était insuffisamment formelle pour donner de meilleurs résultats. Quoi qu'il en soit, si je regarde aujourd'hui, la politique industrielle, c'est quoi? Alors, c'est d'abord des actions ponctuelles de l'État pour venir au secours de certaines entreprises en difficulté, dans des lieux sensibles pour des raisons aussi bien politiques qu'économiques ou sociales. Et en général, l'État arrive souvent en retard dans ce genre d'occasion. Et puis d'autre part, il y a une sorte de politique d'arrosage un peu tous azimuts des jeunes pousses, c'est-à-dire ces entreprises qui ont l'apparence de firmes innovantes et que l'on va essayer de faire grandir. Alors ceci, j'allais dire de façon indiscriminée et sans schéma directeur. Ce qui veut dire que, au fond, la cohérence, en l'occurrence, elle va être ramenée au marché. C'est au marché d'assurer la cohérence de l'ensemble sans que l'on ait derrière un schéma directeur. Et donc, c'est exactement ce que fait d'ailleurs la Banque publique d'investissement. Donc, son directeur allait jusqu'à dire qu'on pouvait faire ça de façon quasi automatique à partir du moment où il y avait des garanties ou quelques garanties derrière. Mais il n'y a plus ce souci de cohérence qui faisait, au fond, l'armature des politiques industrielles des 30 glorieuses. Alors, cette idée selon laquelle le marché a la possibilité de régler les questions est une idée que je trouve extrêmement discutable. Elle est discutable parce qu'on sait bien qu'il y a ce que les économistes appellent des externalités et que les effets des entreprises ne passent pas que par les marchés. Au passage, lorsque je parle des marchés, ce n'est pas seulement les marchés de biens et de services, ce sont aussi les marchés financiers. Or, j'observe que la libéralisation du système financier dans les années 80-90 a surtout fait monter en puissance une logique financière de court terme aux dépens d'une logique industrielle à horizon long. Donc, on sait qu'il y a des effets d'entraînement, on sait qu'il y a des effets d'agglomération, et c'est pour ces raisons-là que l'État intervient. Donc, reléguer ça au second plan, enfin, donc reléguer ça au marché, me paraît être une faute. Ce qui veut dire qu'on a sans doute besoin d'un schéma directeur, je crois, moi, à l'existence nécessaire si on veut orienter l'action publique à la confection d'un schéma directeur et se pose alors la question de savoir à quel niveau doit être constitué ce schéma directeur.
l'idée à la mode, ça consiste à dire que c'est au niveau des territoires qu'il faut que ça se passe. Et d'ailleurs, les régions, aussi bien que les métropoles, ont une compétence, désormais une compétence reconnue en ce domaine. J'ai des doutes par rapport à ça, d'abord parce que l'État est garant d'une répartition et de répartition sur le territoire. J'ai des doutes parce que, comme cela a été évoqué, il y a aussi des phénomènes de concurrence destructrice entre les régions pour attirer les entreprises. J'ai des doutes parce que tout ce qui est recherche, formation, etc., et c'est normal, doit être du niveau de l'État, et que, en conséquence, c'est vraisemblablement à l'État que revient l'élaboration de ce schéma directeur, même si, en effet, il doit être discuté avec les territoires. Je crois que les territoires jouent un grand rôle pour attirer des unités de production, pour les accueillir comme il le faut, pour faire valoir l'intérêt et les avantages des territoires en question, mais que, en définitive, cette idée d'un schéma directeur, si du moins on la retient, devrait être probablement au niveau, sinon de l'État et peut-être aussi au niveau européen. Et on va conclure par là, Jean-Paul Paulin. Merci beaucoup. Vous le savez, notre rendez-vous est à distance, mais il est interactif. Nous ne sommes pas dans un amphi, mais nous sommes dans un amphi virtuel et nous avons des questions qui vont vous être soumises dans les 10 minutes qui nous restent jusqu'à la fin de cette rencontre. Merci d'être le plus concis possible dans vos réponses pour qu'on puisse prendre des questions. Merci. Donc, je vous lis une première question qui est la suivante. Pour allier réindustrialisation... Excusez-moi. Merci. Donc, je recommence. Pour allier réindustrialisation et respect de l'environnement, ne faut-il pas flécher les aides publiques vers les startups de la techno pour réduire les rejets? Et je donne directement la parole à Pierre pour la deuxième question. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Ma question est très rapide. C'est pour savoir quel est le rôle de l'État. Est-ce que l'État, il doit œuvrer directement pour favoriser la réindustrialisation via des aides directes, ou est-ce qu'il est de permettre un cadre général pour, à l'avenir, permettre la réindustrialisation? Est-ce qu'il doit, de manière concrète, est-ce qu'il doit favoriser une harmonisation fiscale pour que toutes les entreprises puissent venir en France, ou est-ce qu'il doit faire un plan de relance directement et donner de l'argent directement aux entreprises? Je vous remercie. Alors, le rôle de l'État. Qui souhaite s'en emparer, peut-être Oui, Monsieur Mouloud. Oui, non, je veux bien intervenir là-dessus parce que ça va un peu dans le sens de ce que j'avais indiqué tout à l'heure. Si vous voulez, une politique de relocalisation qui passe par des aides directes, et me semble très, très critiquable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a évalué dans un travail récent les entreprises qui ont relocalisé sur un échantillon relativement exhaustif, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Il n'y en a que 6% qui ont utilisé les aides de l'État. En fait, lorsque les entreprises relocalisent, elles le font pour des raisons objectives, hein, soit parce qu'elles ont observé un échec des délocalisations ou des crises d'approvisionnement, soit parce qu'elles ont des opportunités d'investissement. Donc, il me semble qu'on recommence avec ces biais dont on a parlé tout à l'heure. Il y a 4 types de biais qui ont été bien analysés, des effets d'aubaine, des effets de distorsion de concurrence parce qu'il y a peu d'entreprises qui délocalisent. Donc, redonner de l'argent à celles qui ont délocalisé pour revenir, c'est au détriment de celles qui continuent à produire en France, et elles sont plus nombreuses que celles qui délocalisent, beaucoup plus. Et puis, des effets de chasseurs de primes, et ça a été dit par Jean-Paul Paulin à l'instant, c'est-à-dire que finalement, on observe quand même un paradoxe dans les politiques publiques, c'est qu'elles ne se coordonnent pas au niveau des politiques centrales en direction des régions et des politiques des régions ou des collectivités locales. Ce que font les collectivités locales, c'est que souvent elles se mettent en concurrence entre elles, en effet, et par des aides directes qui peuvent attirer des chasseurs de primes, mais ça, c'est pas terrible, c'est pas pérenne. Et donc, au fond, on voit bien que l'intérêt, ça a été dit un peu par tout le monde, hein, l'intérêt, c'est vraiment d'investir dans les facteurs de production. Et les facteurs de production, c'est les compétences, l'innovation, et au niveau le plus près de la production, c'est-à-dire dans les territoires qui abritent les activités. Parce qu'au fond, la fragilité industrielle, c'est aussi le fait que les territoires ne sont pas égaux face à la mondialisation. Il y a
très peu, enfin il y a relativement peu de territoires qui sont frappés, mais ceux qui sont frappés par les délocalisations le sont extrêmement fortement. Et donc la nécessité de la politique de l'État, pour moi, c'est de garantir le dénominateur commun en matière d'infrastructure, de compétences, d'innovation, et surtout pas finalement de recommencer ce qu'on est en train de faire encore. Heureusement, c'est qu'une partie du plan de relance, mais de recommencer à viser des aides directes. Et puis se pose la problématique du crédit d'impôt recherche. Je vais passer la parole à Laurent Berger. Vous disiez tout à l'heure que l'action publique, à quel point elle est indispensable. Comment éviter justement ces effets pervers, entre guillemets, ces effets d'aubaine qu'on évoquait à l'instant? On ne vous entend pas. Je crois qu'il faut réactiver le micro. Pardon. Je disais j'étais assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'État, il a à créer le cadre, à créer les conditions et ne pas avoir. Je crois qu'il y a une erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir comme logique la logique purement compétitivité par les coûts. Ça ne marchera pas. La logique, elle doit être une logique d'innovation, de compétences, comme ça vient d'être dit. Ceci étant, il y a un certain nombre d'industries existantes aujourd'hui qui peuvent se développer et qui vont avoir besoin de prendre un certain nombre de virages, notamment de virages de transformation de leur modèle productif, d'évolution des compétences, parce que les choses bougent. Et là, quand on dit la puissance publique, c'est pas forcément l'État, mais qu'il y a un accompagnement de ces processus-là, ça paraît assez indispensable. Ça peut aussi être de façon ciblée et pour des raisons bien claires de l'aide directe. Ça existe, on ne va pas tout d'un coup penser que ça va être débranché. Mais dans ces cas-là, il y a des conditions à respecter. Et ça peut pas être, on peut pas arroser le sable, si vous voulez. On n'a pas assez de moyens pour arroser le sable à l'aveugle. Là, je crois que l'État doit être un peu plus stratégique, avoir des logiques en la matière qu'on pourrait qualifier d'un peu productiviste, c'est-à-dire on arrose et puis on verra bien ce qui se passe. Non, il faut être fin. On peut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui ont été faits là-dessus. Moi, je crois beaucoup la capacité à définir des cadres stratégiques de façon collective. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est assez compliqué, mais le Conseil national de l'industrie ou le travail par un certain nombre de filières montre que ça peut être possible. Mais il va falloir accélérer un peu. Sophie Primas, peut-être pour vous la première question sur les startups. Vous nous parliez des incitations fiscales sans arroser le sable, comme on le disait, mais des incitations fiscales pour la robotisation et la digitalisation. Que répondriez-vous à la première question qui était posée tout à l'heure? Oui, je voudrais quand même réagir parce que on ne peut pas comparer la situation aujourd'hui à la situation d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. La situation telle qu'elle est aujourd'hui d'un point de vue économique et singulièrement industriel, c'est qu'on a des entreprises qui sont dans des états difficiles et qui traversent difficilement la crise, qui étaient parfois des entreprises qui étaient dans des bons niveaux de performance économique. Et donc là, les aides directes, aujourd'hui, elles ont quand même aussi tendance à garder les champions qu'on avait. Donc je crois qu'il faut faire très attention dans la période dans laquelle on est. Maintenant, je vois le point sur les aides à l'investissement, et c'est vrai qu'il faut des grands objectifs qui sont décrits là d'un point de vue national, mais il faut s'appuyer sur les territoires, et moi je crois beaucoup à ce qui a été tout à l'heure évoqué, qui sont les pôles de compétitivité. Il faut retravailler, redonner de la puissance à ces pôles de compétitivité, parce qu'ils étaient à la fois, alors peut-être qu'il faut les choisir, qu'il n'y en ait pas 71, etc., mais je crois à la force à la fois territoriale qu'il y avait dans les pôles de compétitivité, et à la fois ça répondait à des objectifs qui étaient des objectifs de filière au niveau national. Donc je crois qu'il faut qu'on remette ça en musique. Et pour répondre à la première question, sur la transformation environnementale, est-ce qu'on doit s'appuyer que sur les nouvelles technologies et sur les nouvelles entreprises? Je ne crois pas, parce qu'il faut aussi que les entreprises qui font la fierté et le socle industriel de la France se transforment elles-mêmes. Et donc on a besoin que tout le monde s'y mette, on a besoin de tout le monde et pas flécher uniquement vers les nouvelles technologies et les nouvelles entreprises.
Je vous transmets une question qui nous est posée par SMS. Pourquoi n'y a-t-il, contrairement à des pays comme l'Angleterre, aucun interlocuteur gouvernemental en France pour supporter le développement des industries? Peut-être Alain Tranois, vous qui parliez de l'attractivité du site France, c'est un manque selon vous? Bon, il y a peut-être plusieurs conceptions qui se différencient ici. Il me semble que d'abord, comme plusieurs intervenants l'ont dit, il y a les pouvoirs publics, c'est pas simplement l'État, ça peut être les régions. Il me semble qu'il y a un certain nombre de régions qui organisent la compétitivité, par exemple les Hauts-de-France, à leur niveau. Donc il faut, je dirais, réfléchir à quel est le bon échelon. Je pense que quand il y a une nouvelle usine qui cherche à s'implanter, elle cherche à s'implanter, je dirais, dans un endroit donné, dans une région donnée, auprès d'une ville. Et donc, le bon échelon, c'est un échelon plus territorial, c'est pas au niveau de l'État, à mon avis, ça doit être un échelon régional, départemental, au niveau d'une métropole aussi. Je rappelle que les régions et les métropoles ont des rôles économiques. Mais il me semble que pour revenir un peu sur la discussion fait bien voir qu'on est tous d'accord sur un certain nombre d'éléments communs, mais qu'il y a peut-être, en tout cas, des nuances sur les stratégies à mettre en place. En tout cas, ce que je voudrais souligner quand même, c'est que je partage tout à fait le discours sur les aides publiques et sur le fait qu'il y ait des contreparties, mais je ne mettrai pas la baisse des impôts de production comme une aide publique. C'est simplement une restructuration de notre système fiscal. Il faut qu'on réfléchisse véritablement à notre système fiscal. J'espère que ça sera un enjeu de la prochaine campagne présidentielle et qu'on se pose la question quelle doit être la contribution des entreprises à l'effort fiscal français? Est-ce que c'est bien qu'il y ait des impôts de production? Quel doit être le niveau de l'impôt sur les sociétés en France par rapport à quel doit être le niveau d'imposition sur les actionnaires, qui est une question différente, et d'une manière générale, sur les rentiers du foncier et de l'immobilier, par exemple, une question importante. Donc, il me semble qu'il y a une vraie question fiscale qui est posée en France, et celle-ci ne recoupe pas forcément la question des aides directes sur lesquelles j'abonde avec les avis qui ont été exprimés. Parfait, merci Alain Tranois et merci à tous pour la richesse et j'ai envie de dire, vous le soulignez à l'instant, la complémentarité de vos approches sur toutes ces questions. Et puis merci à vous dans les amphis virtuels de nous avoir suivis. Bonne fin de journée.